Merci à tous d'être là ce soir. Merci à l'Institut français, à l'ambassade de France et puis aux collègues de Finlande. J'ai choisi avec l'Institut français, avec les collègues d'ici, de parler de la dynamique du français. Les langues sont toutes dans une dynamique aujourd'hui pour des raisons diverses, pour des raisons économiques, pour des raisons mondiales, pour toutes sortes de raisons également politiques. Et je vais essayer de montrer ce soir la manière dont une politique linguistique peut être mise en place pour faire en sorte que nos langues se développent dans la modernité. Donc, la dynamique du français, pourquoi faut-il créer des mots? Il faut créer des mots. Et déjà, dans le titre, il faut créer des mots. Je suppose qu'ici, tous les enfants, tous les jours, créent des mots. Ce serait bien de faire un petit dictionnaire des mots créés par l'école européenne d'Helsinki. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle, nous, en France, avec nos amis partenaires francophones, de l'aménagement des langues. Aménagement des langues, cela veut dire language planning. Comment faire en sorte que l'on planifie une langue, et nous n'aimons pas la planification pour les langues et pour les cultures. C'est pour ça que nous avons repris un terme du Québec. Les Québécois ont traduit dans les années 1970 language planning par aménagement des langues. On aménage une langue comme on aménage un jardin. C'est une image qui est très présente dans la littérature française depuis le Moyen-Âge. La langue comme jardin à cultiver, en quelque sorte. Moi, je suis très impressionné par le finnois, voilà, je le dis. Une langue avec 15 cas, c'est-à-dire 15 morphèmes qui indiquent la fonction du mot dans la phrase. Ça impressionne beaucoup mes étudiants. Je me suis mis un petit peu à m'intéresser à votre langue. Une langue intéressante aussi parce que ici, on voit bien qu'il est important d'utiliser l'anglais, puisqu'il est très présent chez vous. Et je sais que nous, quand nous allons dans les pays du Nord, nous Français, nous aimons bien quand même nous faire comprendre, et l'anglais est compris dans quasiment tous les pays du Nord, de manière très profonde souvent. Souvent dans les villages, vous voyez en Norvège, en Suède, ici aussi, l'anglais est très très présent. Alors, ce qu'il faut pour nous, en tant que politique de la langue, puisque moi je suis un politicien de la langue, du français, dans la francophonie, et je suis à la Sorbonne théoricien de l'aménagement des langues, de la politique linguistique. Et la langue française, il s'agit de l'adapter aux évolutions d'aujourd'hui, à la modernité, et il s'agit aussi bien de la langue commune que la langue de tous les jours. Mais moi, je n'ai pas besoin de mes étudiants, en tout cas, ils n'ont pas besoin de moi pour créer des mots tout seuls, comme ils en font ici. Et je sais que le Sivistys Sanasto a été une préoccupation également pour le finnois. Et puis, une autre préoccupation, c'est l'emploi du français dans la société et dans le monde. Et vous verrez que l'emploi du français dans la société française est aujourd'hui un enjeu social majeur. Alors, j'ai été délégué général à la langue française aux langues de France, donc j'ai pu pendant 4 années mettre en place une politique linguistique. Elle existait déjà avant moi, mais j'ai insisté sur un certain nombre d'éléments. Moi, je considère que pour qu'une langue vive, qu'elle soit pérenne, qu'elle soit durable dans le temps, il faut qu'elle crée des vocabulaires, et surtout des vocabulaires techniques et scientifiques. Et ma conviction, c'est que c'est le point central de la vie des langues, qu'elle crée des mots dans les domaines techniques et scientifiques. Et j'ai mis en place dans mon université à la Sorbonne un séminaire qui est suivi par des étudiants venant du monde entier. Alors, des étudiants qui viennent du nord de l'Europe, des étudiants qui viennent d'Asie, qui viennent de Russie, qui viennent des États-Unis, des langues amérindiennes. Pourquoi? Parce que les personnes
des chercheurs en langue, puisque j'enseigne à des traducteurs et à des terminologues, ces personnes ont le désir de sauver leur langue. Et si on se regarde bien, si on voit bien en nous-mêmes ce que représente la langue, c'est vraiment l'intime des personnes. Donc le désir de sauver sa langue, de la sauvegarder, de la développer dans l'avenir, est une préoccupation qui intéresse un certain nombre de personnes. Alors, la néologie, c'est-à-dire l'art de créer des mots, j'ai relevé cette semaine une néologie qui passait par là. Éco-anxieux, on s'aperçoit qu'il y a une psychologie qui se met en place, des psychologues qui se mettent au travail sur la fin du monde, plutôt la fin de la planète. Et donc le mot est en train de se mettre en place, éco-anxieux, qui vient de la peur de l'évolution de la planète. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un égo-portrait? Oui, Jean-Philippe qui vient du Québec bien sûr, un égo-portrait c'est un selfie. On se photographie soi-même toute la journée, toute l'année, éventuellement même la nuit. Égo-portrait, je trouve ça très joli. Et on voit bien qu'au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, le mot est très employé. Et puis, j'ai trouvé un terme dans un journal anglais, Brexiternity. Qu'est-ce que c'est que le Brexiternity? C'est le fait qu'on veuille quitter l'Europe éternellement. Il y a une histoire en France. Qu'est-ce que c'est qu'un Brexiter? C'est quelqu'un qui dit « je pars » et qui 3 heures après est encore là. Je me moque vraiment très gentiment de nos amis anglais. On regrette nous beaucoup qu'ils s'en aillent de l'Europe, mais c'est comme ça. Donc la néologie, c'est l'étude des mots nouveaux. Et le néologisme relève de ce qu'on appelle en linguistique le sentiment linguistique. Très important, sentiment linguistique, ça veut dire la manière dont on ressent sa propre langue. Chacun de nous ici a un sentiment particulier par rapport à sa langue ou à d'autres langues qu'il connaît. Et la néologie, en France, a été un combat. Je le dis pour nos amis québécois, la néologie a été un combat parce que pendant plusieurs siècles, l'Académie refusait les néologismes, c'est-à-dire les mots nouveaux. Elle n'acceptait que les mots du quotidien et elle acceptait rarement des mots techniques. Elle a accepté par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle le verbe appareiller. Appareiller, ça veut dire pour un bateau se préparer à partir. J'ai vu les bateaux ce matin au port d'Helsinki que je ne connaissais pas, je trouvais ça merveilleux. Et donc appareiller est un mot que l'Académie a bien voulu garder parce que le roi utilisait ce mot. Donc l'idée d'une langue royale, ça a été, je pense moi, profondément, ça a été certainement un sentiment qui a habité la France pendant plusieurs siècles. Pourquoi? Parce qu'on a une académie française et regardez ce qu'on disait au XVIIIe siècle, la néologie est un art, le néologisme est un abus. C'est-à-dire, on peut créer des mots, mais on ne peut pas les employer. Et c'est une contradiction majeure qui a certainement empêché le français de se développer face à l'anglais au 19e, 20e siècle. Il n'y a pas que cette raison, bien sûr. Alors, quelle est l'évolution pour les langues de demain? Est-ce que le français est une langue moderne? J'étais dans un bar, dans un restaurant à Québec il y a peu de temps, et la serveuse me dit « Et comme breuvage, qu'est-ce que ce sera pour vous, monsieur ?» C'est joli, c'est de la poésie. Mon doux monsieur.
Dolce, c'est oui. Breuvage, c'est un mot du Moyen-Âge. Et vous voyez bien que l'anglais dit beverage. Donc, pensons bien que le français et l'anglais sont des langues sœurs. Elles ont vécu ensemble 4 siècles au Moyen-Âge, depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à la guerre de 100 ans. Vous voyez ? Donc, justement, profitons de cette proximité entre les deux langues, français et anglais, pour travailler en même temps sur ces langues. Je saute un petit peu plus loin. Ça sent la tabagie. Tabagie, si vous connaissez le mot tabagie, c'est un lieu où il y a beaucoup de fumée. Un lieu où on fume beaucoup. Maintenant, on fume du cannabis au Québec, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et tabagie, en même temps, c'est le bureau de tabac en France. Donc on voit que les vieux mots sont restés en Amérique du Nord. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés en Amérique du Nord au XVIIe, XVIIIe siècle, alors qu'ils ont beaucoup évolué en France de leur côté. En même temps, le français est une vieille langue. On est en train de faire l'histoire du premier texte dont on peut considérer qu'il est un texte de français. C'est pas toujours facile à déterminer. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple, les mots de la fauconnerie. La fauconnerie, c'est la chasse aux oiseaux, aux gibiers avec un faucon, eagle, hawk en américain. Et on a des vieux mots de la fauconnerie, c'est des mots du Moyen-Âge. Par exemple, réclamer, celui qui avait son oiseau, qui chassait avec son oiseau, avait son oiseau sur le poignet comme ça, et lui donnait l'ordre de réclamer, c'est-à-dire d'aller chercher la proie, la volaille, pour la lui rapporter. C'est des histoires extraordinaires, les histoires de fauconniers. Alors le français, est-ce qu'il est plus moderne que l'anglais? C'est peut-être pas une question à se poser. Souvent, on nous fait le reproche, mais votre langue n'est pas moderne. Alors ça, il faut déjà le prouver. Quelles sont les qualités propres de l'anglais? L'anglais est une langue très agile, très mobile. Regardez, l'anglais est plus court, mais l'espagne, chat. Chat n'est pas cat. Chat ici, c'est to chat, c'est-à-dire clavarder, c'est-à-dire dialoguer par ordinateur. L'anglais est plus souple, ship to ship, shipwood. Vraiment, c'est une langue très agile. Enfin, pour moi, j'admire beaucoup cette langue. Une langue qui est polysémique aussi. To go, to get. Vous avez à peu près 300 sens pour des mots comme ceux-ci qui sont très courants en anglais. Alors, est-ce qu'une langue moderne est une langue pratique? Vous voyez, c'est une autre question qu'on peut se poser. Le français a aussi ses qualités. Regardez, l'anglais a gardé data processing. Nous disons informatique depuis très longtemps, depuis 1962. Quand on dit contact, personne contactée, on a en français toutes les possibilités de faire évoluer la langue. Alors, les emprunts, évidemment, toutes les langues du monde empruntent à d'autres langues. Vous empruntez à l'anglais, nous empruntons à l'anglais. Vous empruntez un peu au français parfois, j'ai vu ça, mais donc l'emprunt est un élément naturel des langues. Au Québec, et moi j'ai beaucoup travaillé au Québec, j'admire beaucoup le Québec pour cela. Regardez, le Québec a, pour le ferryboat, on en parlait tout à l'heure ensemble, le traversier, c'est-à-dire un bateau qui traverse, cross the river, qui traverse le fleuve, et c'est un vieux mot encore du français du XVIe siècle. Le mot tour opérateur voyagiste, qui est un mot aujourd'hui de quasiment tous les jours en France. On a eu beaucoup de mal en France à traduire tour opérateur, et on a repris un terme du québécois, du Québec. En
1981. Email, nous avons encore repris un terme du Québec, courriel, qui est bien localisé au Québec dans les années 90. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'avec courriel vient pourriel, c'est-à-dire un email dont on ne veut pas, qui est pourri, qu'on met à la poubelle. Et puis des mots aussi qu'on a inventés ensemble au Québec. Ma conception en tant que délégué général, en tant que politicien des langues, ma conception c'est que l'indéologie, créer des mots, c'est un choix politique. Mais alors, c'est un premier choix, créer des mots, il est politique. Le deuxième choix, c'est quelle est la conception qu'on se fait de la création des mots. Il y a deux choix politiques dans la néologie, au moins. Et moi, je dis, il faut s'appuyer sur l'anglais. On ne peut pas rejeter l'anglais, l'anglais est là. On ne peut pas rejeter d'autres langues. On a beaucoup de langues, on a beaucoup d'italien chez nous. On ne penserait jamais à expulser des mots italiens ou des mots allemands. Et donc, regardez l'emprunt, le calque de traduction. Tout le monde a une souris, encore moi j'ai encore une souris et d'ordinateur, les étudiants plus du tout. Alors là, il n'y a plus de souris dans la salle. Mouse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calque de traduction. On a traduit directement. Hamburger en bourgeois. Alors vous voyez que en bourgeois, il y a bourgeois, qui est un mot qui est bien répandu au Québec aujourd'hui. Hot dog, le chien chaud. Alors le chien chaud, c'est ce que vous mangez souvent dans la rue en Amérique du Nord. Sex shop. Nous, on n'a pas boutique de sexe, c'est quasiment impossible pour nous. Le dépanneur québécois. Et puis, imaginez un mot qui est si courant dans la vie ordinaire. Le mot de small supermarket, qu'on a traduit nous en supérette. Et c'est un mot qu'on retrouve partout, non pas simplement en France, mais aussi dans la francophonie. En Amérique, en Afrique du Nord, notamment, supérette est quasiment partout. En même temps, la politique de la langue, c'est la modernité sociale. Il n'y a pas que la modernité des objets, de la technologie. Il y a aussi la modernité sociale, c'est-à-dire la féminisation. En France, en Europe, en Amérique du Nord, il y a depuis longtemps une demande de féminisation des noms. Alors, Madame la gouverneure du Canada, sur le féminin de prieur, prieur au féminin, c'était le seul mot qu'on a trouvé de féminin qui finisse par E-U-R-E. Et puis, j'ai été chargé cette année par le ministre de la Culture d'un rapport sur la langue française dans le sport, et j'ai dû traiter la Coupe du monde féminine de football qui a eu lieu en France. Je ne sais pas si vous avez suivi le football. Est-ce qu'on suit bien le football ici en Finlande? Oui, oui. Ce qui était extraordinaire, c'était que c'était des femmes qui jouaient au football. En plus, c'était une Coupe du monde. Il s'est passé un événement de politique linguistique extraordinaire, c'est que la FIFA, la Fédération internationale de football, a créé une plaquette où tous les termes des joueurs sont féminisés. Un gardien, une gardienne. Un arrière, une arrière. Une milieu de terrain. Il n'y a que le mot entraîneuse qui a une connotation un petit peu sexuelle, je dirais, qui a du mal à passer. Mais elle a cette connotation que pour nous, que pour notre génération, pour nos jeunes, pour les étudiants, pas du tout de connotation, ils vont avec leur entraîneuse sans difficulté. C'était pour moi un très très beau rapport à rendre au ministre sur ce sujet de la modernité sociale. Je regarde l'heure, c'est bon, oui. Alors, pour faire évoluer le français, nous avons créé en France, et quand j'ai
commencé à travailler mes recherches quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, nous avions créé des commissions ministérielles de terminologie. Et nous avons mis en place des mots français en équivalent de mots anglais. Alors regardez notamment pour l'informatique, logiciel. Ça a été une bataille de 3 années. Donner un équivalent français à software et hardware. Et vous voyez comment est créé logiciel. Ça a été créé artificiellement par cette commission. Ce terme est fondé sur le fait que l'ordinateur fait des opérations logiques, donc on a logique, et on a pris le suffixe de matériel. Donc logiciel, c'est logique plus yel. Baladeur, que j'aime beaucoup, oui, on n'a plus trop des Walkman, mais enfin on commence, on a encore le podcast. Donc baladeur, que j'aime beaucoup parce que en français, baladeur, c'est 2 choses, c'est se balader, se promener, oui, et puis c'est jouer de la guitare. Donc dans baladeur, il y a 2 connotations majeures. Il y a le fait de se promener avec son casque sur les oreilles et le fait d'écouter la musique en se promenant. Le carpool sont vraiment des termes de tous les jours aujourd'hui. Le monospace, qui était une catégorie de véhicules qui était tout à fait nouvelle en 1980. C'est la Renault Espace qui a ouvert le concept au sens industriel. Le post-it, je ne sais pas si vous avez des post-it, oui, je pense. Vous appelez ça comment? Post-it. Pas d'autres propositions? Oui. Bon. Nous avons trouvé Papillon et ça commence à être utilisé. Email, nous l'avons repris. Ça a été une bataille entre la France et le Québec. Vraiment. Les Français, l'Académie française voulait message électronique qui était ou mail avec l'accent. Et nous avons repris en 2003 au Québec, après 10 ans de bataille quand même. Vous voyez, entre la France et le Québec, on est francophone, on est unis, on collabore, mais on n'a pas la même conception de la langue, parfois la conception de la langue. Et puis nous avons traduit le houseboat en coche de plaisance. Coche, c'est l'ancien mot pour bateau. C'est souvent sur un bateau de rivière, de petit fleuve, de coche. Alors, souvent le coche, on a l'impression que c'est le cheval, c'est aussi le bateau. Et nous avons repris l'ancien terme du Moyen-Âge, c'est dans La Fontaine, dans les fables de La Fontaine, vous avez les coches. Alors, je disais tout à l'heure à notre collègue de l'université ici de Finlande, la modernité d'une langue est à construire comme vous avez construit la modernité du finnois. Alors, bien sûr, la tentation de l'emprunt est possible. En français, nous avons le boulingrin. Ça, c'est le 17e, 18e siècle. Le paquebot, paquebot, on a vraiment assimilé le mot anglais en français, la redingote, le roast beef. Personne en France vous dira « je voudrais un roast beef ». Tout le monde dit roast beef et le beefsteak également. Donc on a mis en place une assimilation phonétique. Alors la modernité, comme de toute langue, est à construire. Alors on peut penser que les termes français sont trop longs, mais on voit bien qu'il y a des processus d'abréviation. Regardez par exemple l'anglais hybrid vehicle. J'ai vu que vous aviez repris hybride, oui, en finnois. Oui, vous dites comment vous prononcez? Ah voilà, U. Donc, pensez bien qu'à chaque fois que nous proposons un néologisme, nous le publions au journal officiel sous forme de liste. Et donc, ces termes sont utilisés notamment pour l'administration. La deuxième idée reçue, c'est que les mots français sont parfois un petit peu anciens, mais moi je dis l'ancienneté d'un mot, c'est important. Ça veut dire qu'il est dans la tradition de la langue.
Et effectivement, parfois, c'est un petit peu trop loin. Mais regardez par exemple pour PAD, en 2011, on avait le choix entre ardoise, qui fait un petit peu tableau d'écolier, et puis tablette, qui s'est imposé. Un constructeur ne construit pas d'ardoise, parce que ça fait un petit peu école, mais il construit des tablettes parce que c'est technologique. Et aujourd'hui, regardez application, les applis, ça s'est intégré au français très rapidement. Troisième idée reçue, les termes français sont lourds peut-être. Vous dites trekking, oui, en finnois, oui. Non. Une randonnée d'aventure dans les fjords, ou... non. En tout cas, on voit bien que ce qui s'est passé entre le français et l'anglais à la fin du XXe siècle, c'est ce que j'appelle la parallélisation. On a essayé de paralléliser le français sur l'anglais pour faire en sorte que les néologismes, les mots nouveaux, soient plus compréhensibles en France. Alors je sais qu'avec les Québécois, on a beaucoup de discussions là-dessus, on y reviendra peut-être à la pause tout à l'heure. Donc, quatrième idée reçue, la néologie est un jeu intellectuel, non. Alors peut-être qu'on peut s'amuser à créer des mots. Regardez subprime, la crise financière 2007-2008, sur les subprimes. Personne ne savait véritablement ce que c'était qu'un subprime. En tout cas, c'est l'expérience française. Et on a vendu des subprimes sous un terme anglais que les gens ne comprenaient pas, ou alors comprenaient mal, parce que dans subprime, il y a prime. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent. On vous promet de gagner de l'argent. La modernité du français est à construire. Cinquième idée reçue, le français n'a pas assez de mots. Alors c'est toujours ça, c'est la tarte à la crème, comme on dit en français. Les Esquimaux ont beaucoup de mots. Les Esquimaux, c'est-à-dire les peuples du Grand Nord aujourd'hui, ont beaucoup de mots pour décrire la neige, puis le français non. Écoutez, le Canada, c'est un pays de neige. La France, c'est un pays de neige. Et il y a des questions de sécurité qui se posent pour décrire la neige, la dangerosité de la configuration de la neige. Et si vous regardez, par exemple, le site de la Gendarmerie nationale en France, il y a tous les mots de la description de la neige. Donc ne pensons pas qu'il n'y a que les peuples du Grand Nord qui s'intéressent à la neige. Alors, le travail d'aménagement terminologique, pour moi, est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça permet de nous... Alors, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut une langue de qualité. Je pense que quand on est enseignant, on se doit d'avoir une langue de qualité, même si on peut plaisanter sur un certain nombre de termes. Mais regardez, se loguer, forwarder, choper, aujourd'hui en France, on va choper. C'est-à-dire, on va faire du shopping. Du magasinage, comme on dit au Québec. Donc, est-ce que c'est une langue en danger? Moi, je considère que si on ne réagit pas, si on ne construit pas la langue, à mesure que le monde évolue, la langue va dépérir, elle va imploser. Donc, il y a véritablement des mesures à prendre sur ce sujet. Alors ça, je passe. Alors, s'appuyer sur l'emprunt, le calme, je vais venir à ma conclusion. J'ai mon réveil... Il est 17h08, c'est l'heure de France encore, mais il est 18h08 pour nous. Les emprunts, il y a des emprunts directs. La maintenance, qui est un vieux mot du français du Moyen-Âge. Le pipeline, qui est un mot qu'on ne discute plus aujourd'hui. L'application. Et puis les calques, qui sont très très courants aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit l'empreinte de l'anglais dans le français de France. Et dans le français européen. Le profileur, le finisseur. Dopage est un vieux mot du français. Quand on a commencé à faire des courses cyclistes en France, le Tour de France, est-ce que vous suivez le Tour de France? Oui. Oui, super. On voit la France de haut. Et le dopage est un mot qui apparaît dans les journaux français de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire du début du cyclisme. Le hamburger, le conteneur, ça a été aussi une bataille conteneur, la souris. Les golfeurs, est-ce qu'il y a des joueurs de golf? Non, le birdie.
c'est-à-dire le point que vous faites en dessous du point normal qu'on fait sur un trou. Et on a traduit, avec les Québécois, on a traduit birdie. On a fait un casque de traduction. Birdie égale petit oiseau, oiselet. Voilà, c'est joli. Et le sentiment de la langue, le sentiment linguistique. Le sentiment de la langue, c'est souvent un sentiment esthétique. Alors, l'invention néologique, là je vais plutôt parler de l'invention à partir de l'anglais, mais on peut tout à fait s'échapper de l'anglais. Regardez Baladeur. Pipgrid Array, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est un petit boîtier électronique avec des picots, avec des comment dire, au Québec, des petites pointes. Et le boîtier fakir, ça ressemble à une planche de fakir. Et le fakir s'allonge sans se faire mal sur la planche à clous. Minivan. Et puis regardez Citica, la citadine, c'est encore un terme qu'on a traduit et qui fonctionne très bien. Encore la modernité sociale, nous avons officialisé. Alors, officialisé, ça veut dire que nous faisons paraître cette liste au journal officiel et nous avons utilisé le terme féminicide pour inscrire dans la loi le fait qu'un crime contre une femme est souvent beaucoup plus cruel qu'un crime ordinaire. Donc, dans la loi française, le féminicide est beaucoup plus réprimé. Alors, ces commissions de terminologie, je pense, ont assez bien travaillé, puisqu'elles ont inventé beaucoup de termes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elles ont choisi des termes qui existaient déjà, et puis elles ont créé d'autres termes en elles-mêmes. Alors, je passe ici pour ma conclusion. Élément de conclusion, pour moi, une langue est riche, si le concept a de la valeur, je ne sais pas. Une langue est riche quand elle peut dire la modernité. Le français n'est pas une langue toute puissante, il faut la travailler, la construire tous les jours. Elle n'a pas toujours d'équivalent, mais on a l'emprunt qui souvent fonctionne bien. Et moi j'ai demandé, quand j'étais délégué général à la langue française, j'ai demandé que les grandes entreprises de pétrole, notamment, traduisent tous les termes anglais. Et notamment, nous avons fait avec l'entreprise Total un vocabulaire de l'industrie du pétrole, un vocabulaire à l'heure, à peu près une centaine de termes. Et donc on a traduit les tuyaux, les petits tuyaux, les tout petits tuyaux, tout un ensemble de choses qui sont importantes. Dernier point sur cette avant-dernière diapositive, la question de la perte de domaine, qui est là un concept de politique linguistique. Perte de domaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une langue n'a plus les termes pour désigner dans un domaine industriel ou scientifique les réalités d'aujourd'hui, elle a tendance à passer à l'emprunt, c'est-à-dire à utiliser le plus souvent l'anglais. Et perte de domaine, pour nous, c'est très important parce qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner la terminologie de la physique. Vous êtes physicienne, la terminologie de la physique, on ne peut pas abandonner cette terminologie, il faut tout à fait la franciser, notamment pour des questions d'éducation, d'enseignement. Pardon, j'avais un petit exercice pour vous. Élément de conclusion. Donc, la valeur d'une langue, qu'est-ce que c'est la valeur d'une langue? Quel intérêt a-t-on à apprendre une langue et à enseigner une langue? Il faut pouvoir enseigner une langue qui puisse décrire les réalités d'aujourd'hui, que ce soit une langue internationale, ce qu'est le français, une langue mondiale, une langue mondialisée. Il faut construire les relations aux autres langues, notamment dans l'Europe, avec les partenaires de la francophonie. Vous savez que l'Union européenne a 28 États membres. Parmi les 28 États membres, il y en a 17 qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Plus de la moitié des pays de l'Union européenne se déclarent francophones. Alors, le français
comme langue ouverte au monde. Pourquoi? Parce que nous acceptons l'emprunt, bien sûr. Nous ne sommes pas des policiers de la langue. Et pourquoi nous acceptons l'emprunt? Nous l'acceptons parce que nous reconnaissons que le français est ouvert au monde, mais nous souhaitons aussi préserver notre identité. La langue, c'est une question d'identité, de culture, d'intelligence. Alors, exercice numéro 1. Comment traduisez-vous curseur en finnois? Vous savez, la petite flèche sur l'écran de l'ordinateur. Comment vous traduisez en finnois? Vous avez un mot? C'est-à-dire le coureur? Non, le courseur. Courseur. Oui, oui, c'est une adaptation, tout à fait. Comment vous traduisez le hâte? Le hâte anglais. Oui, vous dites hâte. Ça, c'est une magie avec les étudiants. Comment ils traduisent hâte? En russe? En russe? Oui. En russe, c'est le petit chien. En italien, c'est le petit escargot. Dans une autre langue, c'est le petit singe. On dirait qu'il a une petite queue. Donc, ça, c'est l'invention, l'imagination linguistique. Comment vous traduisez Doggy Bag? Ça commence à se diffuser en France, le Doggy Bag. C'est très américain au départ. Et comme on fait la chasse aux déchets, Doggy Bag, vous diffusez les Doggy Bag, c'est une coutume ici chez vous. Doggy Bag. Moi, c'est ce que j'appelle, alors ça sera ma conclusion d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un ethnotherme. Doggy Bag. Ethnotherme. C'est un terme qui est tellement propre à une langue que c'est très difficile de trouver un équivalent. Ethnotherme. Ethnologie, ethnologue, ethnos, le peuple. Et Doggy Bag est vraiment un ethnotherme pour moi. C'est très difficile. On a essayé le sac à chien. Vous allez dans un grand restaurant, vous prenez un sac à chien. Pas possible, pas possible. Vous avez un bel ethnotherme que j'ai vu chez vous. Alors ça, le trou dans la glace pour pêcher. Oui. Planto, c'est ça? Avanto. Ah oui, avanto. Ça, c'est vraiment un ethnotherme parce que nous, on ne fait pas trou dans la glace pour pêcher. C'est la magie des langues, la magie des cultures. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On aurait beaucoup d'autres choses à se dire. On va passer à la conférence. Merci, M. le Père. Bien sûr, je souhaite vous présenter nos intervenants. Je remercie chaleureusement, donc évidemment, M. Loïc Becker, qui continuera la conversation avec nous. Ensuite, à sa suite, M. Oli-Philippe Delmacher, qui est maître de conférence en traduction à l'Université de Helsinki. Et ensuite, M. Jukka Haulu, qui est professeur émérite à l'Université de Tampere. Merci à vous. Très bien. Alors, pour Doggy Bag, j'ai eu une réflexion. J'essaie de trouver ce mot, puisque c'est une réalité nord-américaine. Et ma proposition pour l'instant, elle se heurte au fait que le nom le plus populaire pour les chiens varie d'une région francophone à l'autre. Alors, ce qui serait Musti Lieri, peut-être en finnois, au Québec, le chien, le nom représentatif, c'est Philo. C'est une marque de téléphone portable, Philo. Et moi, je me disais, en un seul mot, pourquoi pas un pour Philo? Un pour Philo. C'est pour le chien, c'est peut-être un peu plus délicat que le sac à chien. Philo est une marque pour les chats en France. Bon, voilà. Il n'y a pas qu'un océan qui nous sépare. Sur votre conférence, j'ai envie d'entendre nos intervenants, bien entendu. Vous avez certainement pris des notes, certaines informations qui vous ont peut-être inspiré
quelques mots, quelques impressions. Je serais ravi de vous entendre. Merci. Bonsoir à tous, à toutes. Eh bien, évidemment, j'ai pris des notes, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que le Finois, comme vous le savez bien, c'est une petite langue, langue jeune, comme langue de culture. Et puis les problèmes sont pas les mêmes. Et puis l'histoire de notre langue n'est pas du tout la même que celle du français. C'est absolument clair, bien entendu. Le Finois, c'est la principale langue officielle de la Finlande depuis 1902. Ça fait plus de 100 ans. La codification du finnois est un processus, a été un processus très long qui a commencé au XIXe siècle, qui s'est achevé plus ou moins à la fin du XIXe, mais ça a pris environ un siècle. Et évidemment, au début de cette évolution, il n'y avait pas vraiment de mots pour exprimer, c'est-à-dire la langue n'était pas apte à être utilisée dans une société en pleine modernisation. Et c'est pour ça qu'on a créé des dizaines de milliers de mots. Des mots que pour nous maintenant sont pas comme un mot, comme par exemple diélé, science, taille et art. Ce sont des mots qui ont été créés au XIXe siècle, par exemple. Et donc, un élément qui est relativement typique du finnois, c'est le purisme linguistique. C'est-à-dire que le finnois était imprégné d'emprunt suédois essentiellement, et on a voulu purifier la langue. Donc on a jeté pas mal de mots de l'origine suédoise, parfois des mots pleinement intégrés. Je me souviens encore de ma mère, par exemple, elle utilisait le mot kahveli au lieu de ha, par exemple, et des choses comme ça. Et ce tourisme continue toujours d'une certaine façon. C'est-à-dire on a nos institutions normatives qui essaient de maintenir, c'est-à-dire de créer des mots à partir sur la base d'éléments autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire autochtone? Pour nous, je crois que le Kutmori, par exemple, qui est un emprunt, la chaise, évidemment, c'est un mot, enfin, ce sont des mots, des emprunts pleinement intégrés dans la langue. Ensuite, ce travail continue toujours. Le problème, c'est que le finnois est une langue très différente des autres des langues voisines, mais la plupart des langues européennes. C'est-à-dire, le français peut puiser dans les sources de l'Antiquité, de latin, le grec, etc. Non. Donc on essaie de former, de créer des mots sur la base justement d'éléments autochtones. Philo, choses comme ça. Ça n'a pas toujours marché. Enfin, je sais pas comment, si je dis qu'on a créé 20 000 mots, on en a rajouté 100 000, même plus. C'est-à-dire, la façon dont un mot se généralise dans la langue est un élément très complexe. Par exemple, vous avez le logiciel matériel. L'Institut normatif a proposé comment paiement. Comment hardware et paiement software. Donc évidemment, c'est absurde maintenant. Comment c'est pas dans le l'histoire avec le test. Mais il est vrai que pour les Finnois du XIXe siècle, il y a des mots comme Henkel. Ça va être complètement absurde, mais c'est des mots qui ont été acceptés par les locuteurs de cette langue. Donc voilà. En ce qui concerne, ensuite, je sais pas mal, c'est qu'il est vrai qu'il y a certains domaines, le finnois, pur du terrain. C'est surtout certaines disciplines scientifiques. L'économie, les sciences naturelles, les sciences exactes. Donc là, étant donné qu'on nous oblige à publier les choses en anglais, très souvent, on donne des cours en anglais, tout en anglais, et les thèses, les doctorats, pratiquement toutes sont en anglais dans ces disciplines-là. Il est évident que le finnois perd du terrain. Et c'est un danger qui a été évidemment observé par ceux qui considèrent que la défense de la langue est une tâche importante. Mais que faire dans un monde globalisé, mondialisé, internationalisé, quand il s'agit d'une petite langue? Le français est une langue internationale, mondiale,
dizaine de millions de personnes, que c'est pas une petite langue. Et donc, je ne propose pas de solution. Si je savais faire, je le ferais. Je ne sais pas faire. Donc, voilà. Donc, écoute, je n'arrête pas. Merci, bonsoir à tous. Donc, moi, en fait, j'aurais aimé réagir, parce que vous avez dit qu'on réagissait un petit peu aussi chaud à ce que vous disiez. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand même dans ce que vous disiez, c'est que, en fait, le Québec a l'air d'être très en avance, en quelque sorte, dans la conception de la néologie, de l'acceptation de mots nouveaux et de ce genre de choses. Est-ce que dans les commissions dans lesquelles vous avez travaillé, est-ce que vous avez systématiquement et dans quelle mesure pris en compte ce qui s'était fait, ou ce qui avait été proposé, ou ce qui avait été, disons, réalisé au Québec auparavant? Oui, merci, c'est une très belle question. La question des rapports entre la conception de la langue au Québec et la conception de la langue en France. En France, nous sommes dans une tradition souvent académique. Alors, je ne veux pas dire que tout le monde soit académicien, mais on est dans une conception académique et il y a un certain, dans cette conception, il y a un certain purisme que moi j'appelle aussi qualité de la langue, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, l'Académie française et à son tour beaucoup de gens n'aiment pas les mots valises. Par exemple, podcast traduit par balado-diffusion. Balado-diffusion, baladeur, diffusion par baladeur. Le chat par clavardage. Et donc, ça, c'est vraiment, quand on pose la question, mais qu'est-ce que c'est véritablement le français? On pourrait poser la question pour toutes les langues, qu'est-ce que c'est que cette langue? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que ça pourrait être une bonne langue? Et c'est un rêve d'idéologue, ça. Mais c'est une bonne question parce que finalement, quand on crée des mots, on doit répondre à tout le monde. On doit créer des mots pour tout le monde. Et c'est vrai que si, dans la conception française de France, les mots valises sont peu reçus, ou mal reçus souvent, on ne peut pas aller contre. Mais en tout cas, moi j'ai tenu toujours dans ma carrière, j'ai passé quasiment 40 années en néologie sur ces sujets, j'ai toujours tenu à prendre en considération ce que faisait le Québec. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en avance. Il est toujours en avance, ou en tout cas souvent en avance socialement, notamment pour la féminisation. La question est arrivée dans les années 80, mais elle était déjà là en Amérique du Nord depuis 10 ans au moins, aux États-Unis aussi. Et donc le Québec est en avance socialement, et s'il est en avance socialement, il a l'avantage pour créer les mots. C'est ce que vous êtes en train de faire avec le cannabis, c'est ce que j'ai compris aussi. Oui, on pourrait y revenir, effectivement, vous en avez entendu parler, donc le Canada, maintenant, chacune des provinces est autorisée à la manière de Arco, en fait, de vendre du cannabis, et ce qu'on constate quand on regarde la liste des nouveaux mots proposés par le Office québécois de langue française, ce qu'on constate, c'est que donc cette nouvelle réalité, le cannabis, dans un contexte de marché, de commerce, d'échange, doit donc se développer, son vocabulaire doit se développer dans un contexte de vente. Donc ce qui donnait par exemple cette année la création, et je ne suis absolument pas un expert de ce domaine, sinon celui peut-être de la langue, mais donc on parle parfois d'ambre de cannabis, qui est un nouveau mot à la mode pour un produit nouveau, mis en marché dans les boutiques, qui s'appelle, c'est la Société québécoise du cannabis. Et donc, voilà, ça nous montre très bien aussi à quel point la néologie est à l'avant-garde, elle doit réagir aux nouvelles réalités, et c'est, je pense, à la fois sa beauté, le fait qu'elle est toujours au front, dans une sorte d'ambiance mi-clairière, mi-tranchée, parce qu'elle a aussi droit à la créativité, on est à la fois en poésie et en volonté d'efficacité, ce que le mot valise fait plutôt bien, je trouve, dans une perspective québécoise. J'ai l'impression que le mot valise a peut-être un je ne sais quoi de ludique qui peut peut-être froisser l'académicien. Voilà. Ce serait ma proposition ici.
Et il y a peut-être un élément que je voudrais ajouter. Vous avez dit, j'ai oublié pour quel mot, j'ai peut-être noté, un mot, c'est un mot qui, selon vous, commençait à prendre, si je peux me permettre, qui commençait à devenir populaire, parce que c'est papillon. Mais la date de naissance, c'était 2006, 2007. Oui, voilà. Nous sommes en 2019, et vous affirmez, ça commence. Oui, le destin des langues est imprévisible. Il est imprévisible, mais on peut l'orienter. Et ça, c'est aussi une question de politique linguistique, ce qu'on appelle, nous, l'implantation. Comment un mot s'implante dans l'usage. Et encore une image du jardin à la française, en quelque sorte. Et c'est très, très particulier. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension psychanalytique aussi. Comment les gens vont accueillir dans leur fort intérieur, dans leur intimité, un mot nouveau qui vont leur plaire ou qui ne va pas leur plaire. Je veux savoir, puisque M. Raveau, vous êtes notamment spécialiste des langues romanes, on a parlé de parallélisme, on a parlé de match de tennis, on pourrait dire entre l'anglais et le français. Le mot tennis ici n'est pas agaçant, puisqu'il vient de tenir. On discute beaucoup donc de cette réaction du français face à l'anglais. Mais est-ce que les langues romanes, français, espagnol, etc., portugais, roumain, etc., travaillent ensemble aussi dans cette réalité de la création des nouveaux mots, des néologismes? Je vois qu'il y a le modèle roumain ici, le public. Le roumain, c'est un bon exemple pour comparer l'évolution de langues qui appartiennent à deux familles linguistiques différentes. Le roumain, les premiers textes, les écrits apparaissent au XVIe siècle en Finlande. Et le roumain, le langue romane, c'est développé en roseau-chlore, sans contact avec notre langue romaine pendant des siècles. Et donc, le roumain, lorsque la langue a commencé à se réaliser, à partir du XVIIIe siècle, surtout du XIXe, un tout petit peu maintenant, eh bien, le roumain pouvait bénéficier des sources latines, romanes. C'est pour ça qu'en roumain, une très grande partie du vocabulaire est d'origine française et italienne. Et on a éliminé pas mal de. C'est la même attitude puriste un peu. On a éliminé pas mal de mots d'origine turque, d'origine slave, à cause de. C'est pas assez évident. Nous, on n'a pas cette possibilité. Pas vraiment. Mais il y a quand même des phénomènes assez intéressants, dans le sens que, par exemple, la plupart des dialectes finnois ne connaissent pas l'opposition sourd-sonore. Et la plupart des dialectes finnois rejettent les groupes consonantiques initiaux. Et donc, un mot comme professeur, évidemment, n'est pas vraiment. Ne suit pas la structure phonique de cette langue. Et pourtant, on a essayé la première thèse de doctorat écrite en finnois dans les années 1850, donc elle est dédiée à professeur Jaritan Elias Lönnrot. C'est donc sur la littérature finlandaise, qui existe d'ailleurs à l'époque. Eh bien, professeur qui justement ce mot-là obéit à des règles phoniques de la plupart des dialectes finnois. Mais ensuite, on a rétabli professeur, pour faire un peu plus international, peut-être un peu plus académique. Mais on a pourtant rejeté, par exemple, université, qu'on a utilisé. On a rejeté faculté, et on a créé des linguistes, on a créé des comptes. Mais en ce qui concerne les professions, les postes, on a repris, en fin de compte, de forme, disons, adaptée à la langue, mais ce sont des emprunts évidents.
C'est-à-dire, en finant, on parle assez souvent d'emprunt nullement intégré. C'est-à-dire, j'ai mentionné Touré, par exemple, ou aussi des mots comme ça. Les mots sont des mots pas vraiment des films, mais qui sont d'origine étrangère, et qui régressent, par exemple. Eh bien, ensuite, on a des mots d'emprunt partiellement adaptés, comme professeur. Et je crois qu'il y a pas mal de philosophes qui ont du mal à prononcer professeur. Et la différence entre pas et by, pour la plupart, beaucoup de finlandais, il y a une différence entre les deux. Eh bien, et ensuite, il y a des mots d'emprunt qui ne sont qu'un changement. C'est-à-dire, assez souvent, par exemple, le vocabulaire gastronomique. Nous, on parle de béchamel, de Bordeaux, de choses comme ça. Et voilà. Donc ça c'est tout de suite la comparaison. Voici une comparaison intéressante entre le roumain et puis le finnois, qui partagent certains phénomènes, certains éléments au niveau des choses, c'est-à-dire au carrefour de plusieurs civilisations. Pour le traducteur, dans une situation de traduction, on ne parle pas parallélisme entre les langues, mais comme le traducteur doit, comme le dirait peut-être dire à peu près la même chose, ou sensiblement la même chose, j'imagine que la question du néologisme peut représenter aussi un défi ou un plaisir. Oui, alors effectivement en traduction, je voulais en parler un petit peu. Dans mes cours, je suis amené par exemple à travailler sur la traduction des textes de l'Union européenne justement. Alors c'est un contexte un peu particulier et un peu intéressant dans la mesure où en fait le traducteur a finalement très peu de liberté en ce qui concerne la créativité individuelle, on va dire, des mots. En revanche, c'est aussi un contexte où il y a un énorme travail de terminologie qui est fait par des traducteurs qui se spécialisent en terminologie et qui, eux, sont en contact permanent, je dirais, avec les institutions de leur pays d'origine. Alors, je sais que les traducteurs finlandais travaillent en coopération avec les ministères finlandais et avec les instances qui supervisent la langue, l'équivalent de l'Académie française. Alors, c'est intéressant parce que, justement, vous parliez dans votre exposé de la perte de domaine. Et ça, je trouve ça intéressant comme concept, mais en même temps, j'ai l'impression que l'Union européenne, peut-être, est un de ces cadres dans lesquels, justement, on se bat contre cette perte de domaine. C'est-à-dire que, comme les textes officiels de l'Union européenne traduits dans toutes les langues de l'Union sont, au final, des textes qui traitent un peu de tous les domaines, que ce soit le commerce, l'économie, le droit, les sciences, la physique, je ne sais quoi. Et il y a, pour les traductions, qui n'appellent d'ailleurs pas des traductions, mais des versions langues, ils travaillent beaucoup sur la terminologie justement propre à chacune de ces langues pour trouver des solutions fiables et crédibles, disons, de manière générale. Alors je ne sais pas, est-ce que vous, dans les instances où vous avez travaillé, est-ce que vous avez été en contact avec les traducteurs de l'Union européenne? Quels sont les liens qui se créent? Je pense que la créativité du traducteur lui-même est assez amoindrie, on va dire, puisque traduire à l'Union européenne, ça veut dire faire appel à tout ce qui a déjà été publié, et donc on n'a pas un grand choix, pas une grande marge de manœuvre de création. Mais tout ce qui a déjà été publié a été quand même travaillé dans des commissions de terminologie en tout genre et en rapport avec les pays, les instances ministérielles. Oui, bien sûr, l'Union européenne et le service de traduction qui est très considérable dans la Commission européenne est important parce que c'est par là aussi qu'on fait passer les grands concepts de société. Et on travaille beaucoup avec la section française de traduction à l'Union européenne pour essayer de coordonner les solutions terminologiques. Parce que le plus souvent, il vaut mieux avoir un seul terme pour un même concept plutôt que d'en avoir plusieurs.
Alors souvent c'est pas possible, mais on essaye de coordonner les traducteurs de Bruxelles, notamment de Luxembourg et de Bruxelles, avec les spécialistes français pour essayer de mettre en place une terminologie fiable qui soit cohérente et adaptée à chacun, ce qui est souvent très difficile. Alors oui, je le disais au début de notre conversation, de nos échanges, la langue nous appartient à tous et je serais curieux de savoir si vous, de votre côté, vous auriez des questions à me poser. Ce serait le moment pour vous, si vous souhaitez intervenir, faire des propositions. Alors je vais me déplacer. Est-ce qu'il y a des gens? Bonjour. Donc, vous avez mentionné les académies, donc l'Académie française, les commissions ministérielles. Donc, ma question serait pourquoi ce besoin permanent de légiférer dans le domaine linguistique? Et pourquoi cette réticence, cette peur latente pour les innovations, pour les enfants de lexicaux? Est-ce qu'on pense que la pureté de langue, le caractère d'une langue dépend de la pureté de la masse lexicale? La question est pour moi ou pour... Oui, je vous passerai là aussi une partie de la réponse. L'usage est très lent. Je regardais pour Courriel tout à l'heure, entre la création 1990 à Québec et l'adoption en France, c'est 20 à 30 ans. Et c'est énorme. Alors qu'il y a eu tout un travail de terminologie, d'imposition, si on veut appeler ça comme ça, des termes. Alors, il y a des termes qui fonctionnent très bien, très vite. Et il y a des termes qui ne fonctionnent pas du tout pendant longtemps. Et le besoin de légiférer, il est aussi sur un autre point, c'est qu'on a besoin que l'administration française puisse travailler avec un terme unique, le plus souvent. Par exemple, sur l'appellation des véhicules, sur la réglementation. Quand on fait des réglementations, il faut absolument qu'un même concept soit désigné avec un même terme. Je pense par exemple pour les transports, pour les bateaux, comment traduire ferry-boat. Est-ce que tout le monde... Si on demande à 10 traducteurs de traduire ferry-boat un peu dans son imagination, on aura 10 traductions. Et ça, véritablement, il faut penser à la langue en tant qu'instrument. Un instrument opérationnel pour les juristes, pour les économistes, pour les scientifiques. Comment traduire cash flow? Et j'ai assisté, moi, à un grand colloque d'économistes à Vienne il y a quelques années. Aucun économiste n'était d'accord sur le sens du cash flow. Et pourquoi il n'était pas d'accord sur le sens du cash flow? Parce que cash flow ne dit pas son sens. Il faut le construire. C'est pour ça que nous construisons des traductions pour cash flow, pour des termes aussi importants que cela. Avec une nuance, c'est que nous ne sommes pas des policiers de la langue. On ne peut pas tout normaliser, on ne peut pas tout imposer, mais les termes qui paraissent au journal officiel sont obligatoires dans l'administration française. Les fonctionnaires sont tenus d'utiliser ces termes, alors que le public peut utiliser ces termes ou non. Donc, je vous donne peut-être le reste de la réponse. En finlande, c'est un tout petit peu pareil, c'est très semblable. C'est-à-dire, par exemple, l'étymologie médicale. Donc, ça va de l'Association des médecins de Finlande pour l'équipe qui
institue un comité de terminologie. Et normalement, il y a un représentant de l'institution normative, c'est-à-dire le Centre des langues nationales, le bureau de langue chinoise, de la langue chinoise, qui participe à ces travaux pour donner des indications concernant la morphologie à travers les éléments paralinguistiques. Et justement, parce que, évidemment, dans la formation médecin, curieusement, par exemple, à septembre, il y a dans la faculté de médecine, il n'y a aucun cours en anglais. Tous les cours sont en finnois. Parce qu'en fait, on forme des médecins pour les citoyens finlandais. Et il faut que les citoyens comprennent plus ou moins ce que les médecins veulent dire. Et c'est pour ça que, justement, il est très important de créer une terminologie unique. Le problème, c'est justement ce que je disais, certaines disciplines où le financement petit à petit, pas complètement, qu'on enseigne, par exemple, la langue très souvent, l'économie, c'est un exemple. Et voilà, donc c'est comme ça. Je vais ajouter juste un mot, puisque je suis entre la France et la Finlande, à propos de l'Union européenne, par rapport à ce que vous disiez. Je pense que dans le contexte européen, il s'agit essentiellement d'harmoniser. Je ne pense pas qu'il y ait une logique de purisme derrière, mais comme il a été dit, dès l'instant qu'un domaine se spécialise et qu'on rentre, disons, dans les détails terminologiques et dans les détails conceptuels d'un domaine, on a de plus en plus besoin que le terme corresponde à une réalité précise et que tout le monde comprenne ça. Et donc, du coup, l'unification, je préfère harmonisation parce que c'est joli, mais donc l'harmonisation sert à permettre une communication valable dans tous ces domaines. Et c'est surtout de ça dont il s'agit au sein de l'Union européenne, par exemple. Après, pour ce qui est de la langue de tous les jours, c'est un autre débat peut-être. J'ai un bon exemple. Harmonisation, c'est un très joli terme, c'est vraiment un concept d'aménagement linguistique. Harmonisation, ça veut dire qu'on va mettre des métiers d'accord pour utiliser le même terme pour un même concept. Exemple, repousser un avion, le pushback. Vous allez à l'aéroport, on repousse l'avion, et c'est un tracteur qui fait ça. On disait pushback, on a cherché un terme français pour pushback. On est allé voir les trains, la Société des chemins de fer, on leur a demandé comment ils faisaient, comment ils appelaient repousser les trains. Et ils nous ont dit, nous, on refoule. Donc on a repris le terme refouler et refoulement pour l'aviation. Donc on a implanté un terme du ferroviaire, des trains, dans l'aérien. Et harmoniser, c'est ça, c'est mettre les gens d'accord, essayer, comme on le fait à la Commission européenne. On a beaucoup parlé de terminologie technique. Vous avez une question? J'ai une question. Peut-être que ma question est un peu naïve, mais là on a beaucoup parlé, et je ne sais pas où je pense, on a beaucoup parlé dans tous les exemples qu'on a pris, on parle beaucoup d'adaptation d'un terme anglais ou anglophone en français. Et alors, pour être diplomate, la langue à la base de la diplomatie c'était le français, et donc dans beaucoup notamment aussi en anglais, dans d'autres langues, il y a des termes qui sont adaptés du français et donc qui ont été adaptés dans d'autres langues. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des domaines dans lesquels le français est un peu précurseur de nouveaux mots, c'est-à-dire que les mots sont créés à partir du français et ensuite implantés par exemple en anglais ou dans d'autres langues? Est-ce que ça existe encore, j'allais dire, ces domaines-là? Alors ça, c'est pas exactement le sujet, je sais forcément, mais ça. C'est pas une question du tout naïve, c'est une question qu'on peut se poser pour le destin d'une langue, évidemment. Moi, ce que je constate sur les exemples qu'on a, sur les travaux que nous menons, c'est que les mots nouveaux qui viennent du fond de la langue, sans être conduits ou induits par une autre langue, c'est souvent des découvertes. On découvre une super bactérie, par exemple, qu'on n'avait pas découverte avant, on lui donne un nom français, souvent. Ou alors, on découvre une entité chimique nouvelle, et on va lui donner un nom français. Mais le cas se pose plus rarement
Et pour nous, je dirais, l'urgence, c'est surtout aussi les anglicismes, parce que comme je le disais tout à l'heure, les mots anglais arrivent, s'implantent en français, avec des sens qu'on n'arrive pas à définir. Et donc ces termes-là deviennent dangereux. Cash flow, comment faire une comptabilité si on ne sait pas se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Donc là aussi, il y a véritablement des intérêts économiques et politiques derrière. Ce n'est pas une question d'intellectuel, c'est une vraie question de savoir comment on conduit la langue. Aménager, c'est vraiment conduire, c'est planifier si on veut, mais planifier de manière intelligente. Monsieur. Une question. Est-ce que l'Afrique, les langues africaines véhiculaires comme au Sénégal, le Wolof, est-ce que le Wolof prend des termes au français? Alors, je ne connais pas très bien le Wolof, mais effectivement, il y a des emprunts par les langues africaines au français, puisque c'est une langue de la population au Sénégal. Donc souvent, par exemple, vous avez des suffixes français sur des mots Wolof. Par exemple, Dibitri. Dibitri, c'est la grillade au Sénégal, et la Dibitri, c'est l'endroit où on achète des grillades. Est-ce qu'on peut considérer les adoptions de mots, justement, du monde francophone comme ambiancés dernièrement, comme un néologisme en France? Parce que c'est avant. Oui, ce n'est pas ambiancer, ça veut dire faire la fête. On fait une ambiance. Ce n'est pas un néologisme en Afrique, c'en est un en France. Et moi, je vois sur les affiches des étudiants. Ambiance ce soir, dans l'amphithéâtre, des choses comme ça. On sait tout de suite ce que ça veut dire. Mais effectivement, c'est là qu'on voit les décalages géographiques du français. Et là aussi, il y a harmonisation à faire, comme on le fait avec le Québec couramment. Il y a une question derrière aussi. Oui, c'est par rapport aux marques. Je ne saurais pas dire à partir de quel moment, il y a même deux éléments. Par exemple, frigo, on peut appeler réfrigérateur. Quel est le lien entre une marque et les néologismes? On doit presque créer, puisqu'on n'a plus le droit. Il y a tout un truc en France autour de la publicité, de plaquer les marques, etc. Et j'avais une autre question, par exemple, caissière, hôtesse de caisse. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est un autre ordre. Et de quelle manière j'aime pas dire ça en bourgeoisie, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une technicienne de surface pour une femme de ménage. Enfin, il y a aussi des néologismes d'évolution qualitative, je ne sais pas, des métiers. Oui, ce sont des pas quoi c'est dû, mais ça c'est peut-être sociétal aussi. Ce sont des euphémismes, évidemment, pour valoriser un métier, ou en tout cas rendre plus neutre sa connotation. Votre question précédente sur les noms de marques. Alors, effectivement, nous sommes obligés, nous, d'intervenir sur les noms de marques. Pourquoi? Parce que marque déposée par une entreprise en général. Et donc, si vous construisez des Walkman, mais que vous n'êtes pas Sony, vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme Walkman. Donc nous, ce que nous faisons, nous mettons sur le marché, un peu sociologique, si on peut dire à la Bourdieu, nous mettons sur le marché des termes qui sont utilisables par tout le monde. C'est pour ça que nous avons été obligés de traduire Walkman à un certain moment et de dire baladeur, de façon que les baladeurs puissent être conçus et vendus par d'autres firmes. Et le nombre de marques déposées pour nous pose vraiment un problème majeur. J'aurais commenté par rapport aux marques déposées parce que j'ai travaillé un peu dans la propriété intellectuelle. Et c'est vrai qu'en fait, si les gens commencent à utiliser trop ce genre de marque comme Walkman et qu'elles passent vraiment dans le langage commun, en fait, les entreprises elles-mêmes peuvent perdre leurs droits sur le nom de leur marque.
Et c'est pour ça qu'en fait, les entreprises elles-mêmes aussi se battent pour que les noms ne soient pas utilisés comme... qu'ils ne deviennent pas dans la langue commune. Vous avez parlé aussi de du danger de ces mots qui entrent dans la langue, alors qu'ils entrent. On pourrait peut-être faire la liste de tous les anglicismes utilisés par Marcel Proust, qui sont en langue désuétude, qui n'ont pas collé. La porte revolver. Donc, le danger, c'est des mots comme le sans assez. Oui. Alors, moi j'ai parlé, je dirais, de ce qui nous est le plus préoccupant, le plus essentiel. Je ne pense pas que l'État doive normaliser toute la langue. Ça, c'est vraiment une politique dictatoriale que je me refuse à conduire. Mais on doit aller aux priorités. Une langue, c'est très vaste. Les terminologies, c'est des centaines de milliers de termes. Donc, on ne peut pas traiter tous les termes. Moi, je remarque, pour une société comme la société française francophone, on a eu besoin, dans les 20 dernières années, de traiter à peu près 15 000 termes. 15 000 termes, c'est beaucoup. Hein. On met en général 2 heures en réunion de commission de terminologie pour arriver à une harmonisation. Donc 2 heures multipliées par 15 000, ça fait 30 000 heures. Donc il faut avoir une organisation derrière très stricte pour arriver à des solutions. Mais vive les anglicismes de Marcel Proust, c'est super. La porte revolver. Le narrateur, à un certain moment, dans le grand hôtel de Cabourg, est coincé dans la porte revolver. Puis là, il va arriver une apparition. Je vous laisse, c'est dans le 2e tome, je vous laisse découvrir ça. C'est magique. On va peut-être terminer, conclure tranquillement, en vous demandant, je sais pas, les néologismes sont aussi dans l'espace public, les publicités, certains nous stimulent, sont extrêmement lumineux, productifs, efficaces, donnent presque de l'espoir pour notre langue, pour nos langues, pour les langues françaises et pour toutes les autres. Je voyais en finnois, dans une publicité dans la voiture, une semaine ou deux, on faisait une position entre éco-auto et éco-auto. Et là, je me disais, une voiture écologique, ce serait pas mal. Je trouve ça extrêmement stimulant. Est-ce que vous avez des anecdotes, des mots qui vous soit réjouissent ou au contraire Moi, il y en a un qui m'intrigue, enfin qui m'intriguait, que je trouve assez ingénieux, mais je ne sais pas exactement comment appeler ça dans le domaine de la néologie, parce que il s'agit d'un sigle anglais, donc qui est très courant sur Internet, donc FAQ, Frequently Asked Questions, qui en français a gardé la même forme, FAQ, mais donc qui est devenu la foire aux questions sur Internet, et je trouve ça tout à fait ingénieux, c'est-à-dire qu'on garde pour une fois le même ordre de lettres que l'anglais, et puis le sigle fonctionne en français aussi, mais il a un sens français, donc ça j'ai trouvé ça pas mal. C'est à vous. Non, je pourrais parler d'un autre phénomène, c'est que quelle est l'attitude des locuteurs face à des mots d'emprunt, des logismes. Je me souviens d'une publicité qui disait tout plastique pour aller là, c'est Taubstein. Je pense que tout le monde pourrait comprendre ça, mais tous les mots sont des mots d'emprunt. Et maintenant, maintenant, on a fait tout l'osta. On dit imprimante, on dit tout on peut dire les deux. Moi, je ne sais même pas ce que je dis. Et par exemple, quand on a passé, moi, je pense que
on avait pensé que c'est vraiment l'origine finlandaise, un mot autochtone, évidemment. Et ensuite, comme une remarque concernant justement les mots, la neige, les Esquimaux, on parle toujours dans les introductions linguistiques. Mais par exemple, on parle en italien, quand on parle de pâtes, de spaghettoni, parle de pain, de lasagne, tortellini de colore. Il y a des dizaines on parle de ça. En finnois, quand on commence à parler d'être ivre. J'ai vu quelque part qu'on trouve dans les différents dialectes 10 000 mots pour dire cela. C'est incroyable, n'est-ce pas? Bon, je ne les connais pas tous. Eh bien, tous, merci beaucoup. Ce sont des paroles absolument fascinantes qui nous conclurons cette conversation. Un très grand merci. Monsieur de Becker, monsieur Macaire, monsieur vous, cher public, messieurs, dames, un très grand merci de votre participation, de votre présence, de votre curiosité. Vive la néologie. Libre.